Julien Bollot, bonjour. Bonjour. On voulait vous interroger au Journal Citoyen, non pas comme maire de Signéville, on sait que vous l'êtes, mais comme agriculteur. Et la question qu'on se pose, c'est quelle incidence sur votre métier d'agriculteur a, sur votre exploitation, sur vos ventes, la fermeture des restaurants? Ça provoque un décalage du départ des animaux, quoi. Si vous voulez, c'est quand vous vendez vos animaux, au lieu de partir sous 15 jours, ils partent sous un mois ou 6 semaines. Donc il faut un peu anticiper ces choses-là. Il ne faut pas être à court de trésorerie ou ric-rac au niveau alimentation. Il faut pouvoir tamponner, je dirais. Tamponner. Et puis c'est surtout la viande de qualité qui prend le plus grand impact, puisque la viande industrielle arrive toujours à partir. Enfin, la viande qui est destinée à être vendue dans des réseaux plus industriels arrive à partir. Par contre, la viande qui est vraiment de qualité pour du petit restaurant ou des catégories bien spécifiques, elle a plus de mal à s'écouler. Et puis ce qui part aussi à l'étranger, parce qu'on exporte aussi quand même des animaux. Bon, là ça a l'air de se résoudre, mais au premier confinement ça avait provoqué un blocage. Et des broutards, notamment des jeunes bêtes qui sont destinées à l'exportation, étaient bloquées dans les exploitations. Autre question qu'on se pose, quand on habite en ville, hein, on connaît mal finalement les agriculteurs, à part effectivement dans nos assiettes. Je filmais tout à l'heure le foin et la nourriture pour les animaux. La sécheresse a eu un impact violent sur votre activité? Je pense que c'est inédit, la sécheresse là elle est inédite. Alors, bon, la récolte de foin a été réduite d'un tiers grosso modo, on va dire, mais c'est surtout que les animaux ont dû être nourris cet été. Donc la sécheresse a duré extrêmement longtemps, donc ils ont dû être nourris cet été et ils ont quand même du mal à encaisser le coup. Au niveau de la reproduction ou du développement futur, ça aura un impact et on le voit dans les femelles qui mettent bas, par exemple. Les femelles qui mettent bas, au lieu d'avoir 70 vaches qui vont mettre bas, eh ben, il y en a 7 ou 8 plus de 10% par rapport à d'habitude, qui ne sont pas remplies, qui ne sont pas pleines, qui ne feront pas de veau parce qu'elles ont eu trop de stress dû à la sécheresse, quoi, tout simplement, et au manque de nourriture. Et autre question, sans polémiquer, hein, parce que on entend dire que les méthaniseurs ont besoin de cette matière première. Est-ce que c'est un handicap? Comment vous jugez cette situation? Moi, je ne suis pas pour opposer les méthaniseurs et les autres agriculteurs. Les agriculteurs doivent travailler ensemble. Il faut être intelligent. C'est pas une concurrence entre les deux, c'est deux choses différentes. Quand un agriculteur il juge la rentabilité de son exploitation, quand il pense qu'un méthaniseur est plus rentable, eh ben, il fait un méthaniseur. Il ne faut pas opposer les agricultures comme ça. Et ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est même des agriculteurs qui n'ont pas de méthaniseur, travailler avec des méthaniseurs pour leur permettre d'écouler parfois de leur surplus de marchandises ou d'autres productions, ou de valoriser des surfaces différemment. Non, les méthaniseurs, c'est pas une concurrence à l'élevage, c'est en parallèle. Et en général, ça peut se passer en toute bonne intelligence, c'est pas une concurrence les uns contre les autres, c'est des compléments. Il y a beaucoup de méthaniseurs qui sont arrivés en complément d'élevage et sur des bases d'élevage. Après, je vous dis, le nerf de la guerre, c'est la rentabilité. Donc si vous êtes rentable avec un méthaniseur, l'agriculteur, il choisit. Ça m'amène à une autre question. Comment vous voyez l'avenir de votre métier au regard des traités de libre-échange qui, a priori, je dis bien a priori, n'ont pas cessé d'être signés? L'avenir du métier, il n'est pas très florissant, puisque même si aujourd'hui on entend parler de souveraineté alimentaire ou de souveraineté européenne, même qui ne veut rien dire, la souveraineté alimentaire, ça devrait être essentiel, ça devrait être la première chose, ça devrait être la priorité d'un pays. Or nous, c'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas, on signe des traités de tous les côtés, et donc on nous demande d'être dans le grand bain mondial, d'être compétitif au niveau mondial, mais on nous met des boulets aux pieds. Donc on nous demande de courir un 100 mètres avec un boulet au pied, ça va pas très bien. On peut pas produire de la viande comme on voit des grands feedlots aux États-Unis ou au Brésil, avec des contraintes sanitaires et environnementales qui sont pas du tout les mêmes que nous. Donc si on ne met pas un stop à tous ces traités, on sera de moins en moins compétitif. Tout s'accélère. Fabriquer de la viande plus vite que l'animal est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions venant de tous les horizons du pays
apportent des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Deux éleveurs dans le coin à côté qui arrêtent la production laitière parce que soit ils arrivent pas loin de la retraite ou ils veulent plus s'embêter ou la rentabilité est plus là. Donc l'élevage diminuera, voilà. Et puis effectivement l'élevage sera certainement remplacé par des méthaniseurs parce que le méthaniseur est protégé de comment vous dire, il y a une sorte de protectionnisme autour des méthaniseurs. Oui, protégé de la concurrence mondiale. Protégé de la concurrence, par exemple du gaz russe arrive moins cher que du gaz produit par un méthaniseur, mais comme on juge que le gaz d'un méthaniseur est vert ou plus naturel, je vais dire, on met pas le prix en concurrence avec du gaz russe qui peut arriver par un gazoduc. Donc l'élevage français, il valorise déjà des zones pauvres. Enfin, la Haute-Marne, elle a une grande partie de son territoire qui est sur des zones herbagères. Que si vous n'avez pas d'élevage, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc l'élevage, ça devrait être l'élevage bovin et puis d'autres élevages. C'est un cercle vertueux quoi, au niveau de l'environnement. Quand j'entends dire que les vaches polluent, qu'elles font des gaz à effet de serre, oui, certes, mais enfin sur toutes ces zones, qu'est-ce qu'on aurait? Rien du tout, donc on n'aurait plus d'agriculteurs, plus rien, et on irait commander notre steak qui a fait 3 fois le tour de la planète en nous disant c'est du steak bon pour l'environnement. Non, j'y crois pas, c'est pas possible. Plus c'est proche, plus c'est local, meilleur est le coût environnemental, et puis meilleur sera le goût dans votre assiette. Donc le roi demande la parole. À propos de M. Lefebvre, effectivement, il faut chez lui toujours chercher ailleurs le responsable de tous nos maux. Ce sont les échanges longue distance, c'est l'Europe, c'est l'ouverture d'une manière générale, alors que le localisme qu'il défend chèrement, c'est tout le contraire, mais c'est aussi une France qui semble renfermée. Eh bien, Julien Vollot, je vous remercie. Ça a éclairci un peu pas mal de questions que les citoyens se posent. Merci. Merci.